Eh bien, bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de votre présence, merci de l'intérêt que vous portez à la numérologie stratégique et puis merci à Romain de m'accueillir dans le centre Oscaria pour cette présentation. Alors, merci et bonjour aux gens qui sont en ligne, je ne les oublie pas. Je vais commencer cette présentation en énumérant le parcours de cet exposé. Donc, dans un premier temps, je vais vous dire qui je suis. Et puis, le premier volet concernera la numérologie stratégique et l'outil de connaissance de soi qu'il propose. Et la deuxième partie, le deuxième volet, concernera la numérologie stratégique et le rapport au temps, ce qu'on appelle la temporalité. Alors, pour me présenter, donc je suis rémoise depuis une vingtaine d'années. Précédemment, j'étais sur Paris et je suis arrivée à Reims parce que mon mari était rémois. Et le premier travail que j'ai fait sur Reims, c'était à la Banque Postale et j'étais conseillère financière. Ça n'a pas duré très longtemps. Ensuite, j'ai travaillé avec mon mari dans les centres de remise en forme Espace Club, qui ont été vendus par la suite. Et on a poursuivi donc le travail commun en créant une agence de homestaging, de valorisation immobilière qu'on a eue pendant 4 ans. J'ai souhaité arrêter pour diverses raisons, donc on a revendu la société. Et ma dernière activité de salarié, ça a été responsable de boutique dans une boutique de vêtements de seconde main sur Reims. Cette expérience a été interrompue de façon assez brutale et assez douloureuse pour moi. Et c'est à cette occasion que je me suis intéressée à la numérologie stratégique. En fait, je me retrouvais dans une situation professionnelle compliquée puisque j'étais sans travail et la question se posait de ce que je devais faire, de ce que j'allais faire, et je n'arrivais pas à trouver ma voie professionnelle. Je n'arrivais pas à trouver une activité qui allait susciter mon intérêt et qui me remettait en route. Et donc je suis tombée, on va dire par hasard, sur une émission qui présentait la numérologie stratégique. Et donc cette émission, c'était Lydie Castel qui parlait de son activité de numérologue et de la numérologie stratégique. À l'époque, ce que j'ai retenu de cette présentation et de cette pratique, c'est que c'était une pratique cartésienne et qui n'avait rien à voir avec les arts divinatoires et qui était capable d'identifier ce pourquoi on était fait. Et donc, comme j'étais dans un brouillard complètement, je savais pas ce que je pouvais faire, je me suis dit, OK, je vais m'intéresser. Je vais regarder ce qu'elle propose parce que ça m'a captivée, ça m'a vraiment très, 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 très intéressée. Donc, les premières choses que j'ai fait, j'ai acheté ces bouquins sur la numérologie stratégique et j'ai essayé dans mon coin de faire mon thème, de trouver mes numéros, mes nombres. Et ça m'a tellement intéressée que je n'en suis pas restée là. J'ai voulu me former, suivre ces formations. Donc, dans un premier temps, à titre personnel, puisque pour moi, il s'agissait, c'était comme une urgence, il s'agissait que de trouver vraiment une activité qui allait me faire, qui allait vraiment m'intéresser. Et puis, ça m'a tellement intéressée que j'ai décidé de suivre le parcours professionnalisant et de devenir numérologue stratégique en tant que professionnelle. Et donc, je suis installée à titre professionnel depuis le début de cette année.
Voilà ma découverte par rapport à la numérologie stratégique. Et aujourd'hui, c'est toujours cette passion qui m'anime. Et quand je discutais donc avec Lydie Castel et que je lui disais cet intérêt que j'avais pour cette activité, et en même temps le regret de ne pas l'avoir connue avant pour éviter toutes ces erreurs et toutes ces répétitions, elle m'a dit une chose qui est vraiment qui est tout à fait juste. Elle m'a dit, tu sais, Karine, ça sert à rien d'avoir des regrets parce que si tu avais été mis en présence de cette pratique-là, peut-être 10 ou 20 ans avant, eh bien, tu n'aurais peut-être pas été aussi réceptive que tu l'as été maintenant. Donc, ça veut dire qu'il y a un temps pour tout. Et c'est ce qu'on va voir avec les nombres. Il y a vraiment un temps pour tout. Ça m'a parlé à ce moment-là. Vous, ça va peut-être vous parler en ce moment parce que vous avez sûrement des questionnements. Et donc, c'est ce qu'on va voir, aujourd'hui. Donc, pour commencer, on va faire un tout petit peu d'histoire. Je ne veux pas que ce soit rébarbatif. Je ne veux pas vous perdre vraiment dans cette phase-là. Donc la numérologie, c'est une pratique qui est extrêmement ancienne, puisqu'il faut remonter à Pythagore. Et donc Pythagore, c'est pas le père de la numérologie, mais il a lancé l'idée que en fait tout pouvait être compris par le langage mathématique. Il a écrit que la nature était écrite en langage, était un livre qui était écrit en langage mathématique. Donc, Pythagore et ses disciples ont lancé ce principe-là. Ensuite, bien, on a la Bible et la Kabbale qui ont cherché à montrer, à donner une dimension symbolique au nombre. Et puis, on s'est aperçu comme ça, progressivement, que tous les nombres traduisaient fidèlement les vibrations qui nous entouraient en leur donnant un sens. Et dans la numérologie moderne, donc on admet, on part du principe que tous les nombres de 1 à 9 traduisent microscopiquement, on va dire, les principes de l'univers macroscopique. Alors pour être simple, ça veut dire que tous les noms, tous les mots ont une vibration qui sont liés à un nombre et tous les nombres ont une signification. Donc en fait, en numérologie, on retient la qualité du nombre. On ne va pas s'attarder au côté quantitatif, ça ne nous intéresse absolument pas. C'est le côté, les qualités, le signifiant du nombre qui nous intéresse. Donc voilà pour cette petite part d'histoire. Ensuite, on a Kevin Quinn Avery, c'est un pasteur américain qui a écrit La vie secrète des chiffres, qui a vraiment fait beaucoup pour pour rendre la numérologie populaire à son époque, au 19e. Et le souci, c'est qu'il était médium. Et donc, du coup, on a cet amalgame avec les arts divinatoires, encore aujourd'hui, parce que ce monsieur était médium. Après, au XXe, on a des femmes comme Laurence Campbell ou Juno Jordan qui ont fait beaucoup pour la numérologie, qui ont fait beaucoup de recherches. Et actuellement, donc, on a Lydie Castel, j'en ai parlé en préambule, qui est numérologue, conférencière, qui est à l'origine de la numérologie stratégique. C'est elle qui a créé cette méthode, qui a en fait dépoussiéré la numérologie classique, qui peut sembler un peu tortueuse, un petit peu c'est pas très clair. Elle en a fait une méthode hyper logique, hyper claire. On capte tout de suite de quoi il s'agit. Donc Lydie Castel a à cœur de faire sortir définitivement la numérologie des arts divinatoires. Elle a une école de numérologie stratégique qui a été qui a reçu l'agrément de la DRETS en 2023, donc l'année dernière. Et c'est un gage de sérieux et de professionnalisme. Et puis, tout dernièrement, il y a quelques semaines de cela, elle a obtenu le référencement Calliope.
Donc, c'est la seule école de numérologie en France qui a ces distinctions-là. Et je suis donc certifiée de l'école de numérologie stratégique de Lydie Castel. Donc, je tenais à le souligner pour le sérieux et le professionnalisme que ça implique. Donc, ça veut dire que la numérologie, on a plus de 2000 ans d'études, de pratiques, de recherche, et ça en fait une pratique. On n'a pas encore ce statut de science, donc ça en fait une pratique extrêmement sérieuse, juste et d'une remarquable richesse. Voilà pour la présentation de la numérologie. Alors maintenant, je vais vous expliquer comment ça fonctionne, les éléments dont on a besoin pour faire un thème. Pour faire un thème en numérologie, on a besoin de vos données personnelles. Les données personnelles, ça va être ce qui est inscrit sur votre carte d'identité. Les éléments qui vous identifient au niveau de la société. C'est quoi? Ça va être vos prénoms, ou votre seul prénom, s'il n'y en a qu'un seul. S'il y en a 5, on va prendre les 5 prénoms. Le nom de naissance, pour les femmes mariées, c'est le nom toujours patrimonique, le nom de naissance qui est à retenir, et la date de naissance. On a besoin de ces éléments-là pour faire des calculs. On va utiliser la table de guématrie. La table de guématrie, ça va permettre de donner une valeur numérique à chaque lettre de l'alphabet, puisqu'il faut qu'on ait des nombres en résultat. Et puis, la réduction théosophique, alors c'est un nom un petit peu barbare, mais c'est simplement la réduction, c'est quand on réduit un nombre à deux chiffres. Par exemple, 23, eh bien, on fait 2 et 3, ça fait 5. La réduction théosophique, c'est dans le but d'obtenir un nombre entre 1 et 9. Et puis, si on a un nombre comme 11, 22 et 33, ce sont des maîtres nombres. Ceux-ci, on ne les réduit pas, on les garde, puisque c'est des nombres, on va dire, particuliers, avec une grande énergie et une grande intuition. Et puis, on utilise la symbolique des nombres, et puis on fait des calculs, alors dans tous les sens. Ce sont des calculs simples, mais ce sont des additions. On a quelques rares soustractions qui arrivent de temps en temps, mais c'est voilà, le principe d'un thème en numérologie, c'est ça. Est-ce que vous avez des questions par rapport à l'identité? Quelquefois, ça peut soulever des questionnements quand il y a eu des adoptions, des choses comme ça. Non, pas de questions? Ok. Alors, maintenant, je vais vous expliquer comment donc de simples calculs permettent de mieux se connaître, et quelles sont les spécificités de la numérologie stratégique. Alors, tout d'abord, il y a une chose extrêmement importante en numérologie stratégique, c'est qu'on utilise une métaphore, la métaphore de l'arbre. En fait, il faut imaginer que vous avez à l'intérieur de vous un arbre avec des racines, un tronc, des branches, des feuilles et des fruits, et que cet arbre, eh bien, il vous appartient de bien le nourrir pour qu'il soit le plus épanoui possible. Donc, cette métaphore, en fait, elle va se comprendre facilement, parce que, imaginez un arbre dans la nature dont on ne s'occupe pas, qui ne reçoit pas d'eau, qui ne reçoit pas de nutriments essentiels pour croître. Eh bien, il va végéter. Eh bien, pour nous, c'est pareil. Si on ne nourrit pas nos racines avec ce qui est important pour nous, ce qui est fondamental, ce qui est vital, eh bien, on va végéter. Alors, je ne sais pas si déjà à ce stade de l'entretien, ça parle déjà à certaines personnes, mais cette métaphore de l'arbre, elle est extrêmement importante, parce qu'elle revient tout le temps en numérologie stratégique, et puis elle est quand même assez parlante. Donc cet arbre dans cet arbre, vous allez trouver les 7 clés de fonctionnement de votre personnalité.
Et on va les décrire un petit peu comme si c'était une notice d'utilisation. Donc, chaque arbre personnel possède 2 racines. La première racine, ça va correspondre à l'addition de votre date de naissance et ça va être votre premier don, votre premier talent que vous avez de façon innée, de façon à la naissance. Voilà, c'est ce que vous avez quand vous arrivez. La deuxième racine, ça va être l'addition de tous les prénoms, de tout le nom de naissance. Et c'est donc le deuxième besoin essentiel, votre deuxième don et talent inné. Le tronc, ça, c'est l'addition du jour et du mois de naissance, et ça correspond à votre objectif de vie. C'est votre moteur, c'est ce qui vous fait lever tous les matins. C'est ce pourquoi vous êtes fait. Donc, le reste de l'arborescence, c'est les branches. Les branches, ça correspond à comment j'agis, comment je me positionne. Les feuilles, c'est l'addition de toutes les voyelles et ça va être les besoins affectifs qui vont concerner en fait la sphère privée, la sphère personnelle, mais aussi tous les gens que vous côtoyez au quotidien. Donc ça inclut vos collègues, les gens que vous voyez tous les jours. Et puis les fruits, ce sont les fruits du travail et les besoins de réalisation. Et j'ai dit, c'est toutes les consonnes. Donc voilà, dans cet arbre, vous avez déjà une mine d'informations. Vous avez 7 nombres qui vont vous définir. Et en numérologie stratégique, on a des notions qui sont exclusives à la numérologie stratégique et qui n'existent pas dans la numérologie classique. C'est le triangle fondamental. Le triangle fondamental reprend la base de l'arbre, c'est-à-dire les 2 racines et le tronc. Et il est extrêmement important de passer du temps sur ces nombres-là parce que c'est la base de votre personnalité. C'est ce qui va vous définir. Et comme ces éléments n'ont pas vocation à changer, vous n'allez pas changer de date de naissance, vous n'allez pas changer de nom, eh bien, il est extrêmement important de bien les comprendre, bien comprendre comment ils fonctionnent. Et on a également le centrage, toujours au niveau du triangle fondamental. Et le centrage, eh bien, ça permet de faire c'est comme une photo instantanée. Vous pouvez savoir si vos racines, si vous êtes en phase avec vos racines. J'aime bien dire que c'est quasiment un objectif SMART parce qu'en fait, on peut le quantifier, on peut le mesurer. Et puis, instantanément, vous voyez si votre triangle est centré ou pas. Alors ça, c'est vraiment extraordinaire. Et suite à ça, une fois qu'on a fait ce centrage, eh bien, la dynamique de vie, qui existe donc aussi uniquement en numérologie stratégique, va permettre de proposer un potentiel levier d'amélioration. C'est en fait comme si c'était la sève de votre arbre qui va permettre de bien se diffuser. Voilà à quoi elle sert, la dynamique de vie. Et elle va répondre à la question, qu'est-ce que je peux faire pour que mes racines soient mieux nourries, s'il y a un déséquilibre au niveau des racines, ou si elles sont bien nourries, qu'est-ce que je peux encore mieux faire pour que la sève se répartisse correctement ou encore mieux dans le reste de mon arborescence. Ce sont des notions qui sont extrêmement parlantes et qui permettent d'emblée de définir une ligne directrice par rapport à des problématiques. Donc en fait, l'arbre, c'est la structure de votre personnalité. Et pour approfondir cette connaissance de la personnalité, on a d'autres outils à disposition. On va avoir la table d'inclusion. Cette table d'inclusion, c'est une mine d'informations. Elle se calcule en comptant en fait toutes les lettres de valeur 1, etc., jusqu'à la valeur 9. Et en faisant ça, eh bien, on va voir
on va constater si on a des outils qui sont manquants à la naissance. Et s'ils sont manquants à la naissance, bah ça va expliquer un potentiel blocage, ou ça aura pu expliquer un potentiel blocage au début de sa vie, parce que ça veut dire qu'au début, je n'ai pas cet outil-là, donc dans ma vie, c'est plus compliqué pour réaliser telle ou telle chose, mais ça veut dire aussi que potentiellement, j'ai pu réaliser cet outil, j'ai pu l'acquérir. Donc, c'est une mine d'informations par rapport à ça. Et par rapport au blocage, les autres renseignements qu'on peut avoir, eh bien, c'est les nombres eux-mêmes en tant que tels. Puisque les nombres ont deux versions. On a une version fluide et une version contrariée. Et dans la version fluide, le nombre va plutôt exprimer des qualités, on va dire des choses positives. Et dans la version contrariée, je dis qu'il exprime plutôt des symptômes, et ce sera plus des défauts, ou en tout cas des choses à essayer d'améliorer. Donc, on a la version des nombres à regarder. On a aussi les mémoires familiales. Donc, les mémoires familiales, elles se calculent. Et en fait, les mémoires familiales sont comme des chaînes transparentes. Donc, en fait, on n'en est pas forcément conscient. Et avec la numérologie, ce qu'on va faire, c'est mettre de la conscience sur ces mémoires-là, en prendre conscience. Et puis, quand on en a pris conscience, quand elles sont mises en évidence, eh bien, c'est plus facile de s'en défaire une fois qu'on sait qu'elles sont là. Et puis, il y a le rapport des nombres entre eux. Dans votre arbre, vous pouvez avoir soit des répétitions, soit des nombres qui vont être en dualité, qui vont s'opposer. Donc, ça va expliquer aussi certains freins, certains blocages. Et en dernier point, on a les défis. Et les défis, eh bien, représentent des comportements qui sont bloqués, qui vont revenir comme ça par moment dans la vie, tant qu'ils ne sont pas réglés. Et ils vont s'exprimer en trop d'eux ou pas assez d'eux. Et donc, l'intérêt, là aussi, c'est de mettre de la conscience sur ces comportements-là, et puis essayer de s'en éloigner autant que faire se peut. Donc, en fait, voilà, la numérologie stratégique, elle va permettre de susciter des prises de conscience. Elle permet de faire un cheminement sur un processus de réflexion, dès lors que on s'inscrit dans cette démarche-là, dès lors qu'on est volontaire. Si la personne reçoit son thème et se dit ouais, c'est super, et maintenant qu'est-ce que j'en fais, ça veut dire que cette personne-là, elle est pas prête intellectuellement à se remettre en question et à se regarder, à prendre de la distance avec ces attitudes-là. Et c'est vraiment un investissement. C'est un investissement en temps, parce que les prises de conscience, elles ne se font pas comme ça d'un claquement de doigts. Et c'est un cheminement qui peut prendre de plusieurs mois, plusieurs années. Mais c'est une aide, en tout cas, à prendre conscience de comportements répétitifs, de situations qui semblaient bloquées. Vous allez comprendre pourquoi vous vous retrouvez dans telle ou telle situation. Je vais reprendre mon exemple par rapport à mon parcours professionnel. Avant de m'intéresser à la numérologie, je me disais que mon parcours professionnel ressemblait à rien, et que je restais à chaque fois très peu de temps dans un poste. Je crois que le maximum, ça a dû être 8 ans. Et c'est mon max. Mais sinon, tous les 4 ans à peu près, je changeais parce que je m'ennuyais, parce que ça me saoulait, quoi. Et donc, avec la numérologie, j'ai compris pourquoi j'avais eu ce parcours. Et puis, donc j'ai 54 ans, et puis ça veut dire qu'en fait, repartir comme ça à chaque fois de zéro, changer d'activité, changer de domaine, il n'y a pas de progression professionnelle, il n'y a pas de progression de salaire, il n'y a pas de reconnaissance, il n'y a rien, puisqu'à chaque fois, je repartais de zéro. Eh bien, ça m'a permis de comprendre pourquoi j'étais comme ça et ce que je ne nourrissais pas
et aujourd'hui, j'ai compris tardivement, mais bon, mieux vaut tard que jamais, je sais ce qu'il faut faire pour éviter ces ruptures, ces cassures que j'ai répétées comme ça sur quasiment tout mon parcours. Et en fait, c'est déculpabilisant. C'est rassurant. Alors, certes, j'aurais aimé le savoir plus tôt, mais je le connais aujourd'hui, je le sais aujourd'hui et je mets en place les éléments qu'il faut pour cheminer vers une carrière, vers une fin de carrière plus agréable. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Aujourd'hui, oui. La traduction des lettres en nombres, oui. Elle se fait avec tous les alphabets, je pense à l'alphabet cyrillique. Oui, en fait, il y a des correspondances. Ouais, tout à fait. Il y a des tableaux à chaque fois pour les langues étrangères. Donc, je sais que dans le groupe, on a le russe, il y a l'alphabet cyrillique, je crois qu'il y a l'arabe aussi, il y a l'allemand, puisque l'allemand, ils ont des lettres qu'on n'a pas, il y a même l'espagnol. Après, c'est des demandes qu'il faut faire ponctuellement, mais oui, en fait, on a une table de guématrie pour chaque langue. Dès l'instant qu'on a des lettres différentes, il faut passer par cette guématrie qui est spécifique. D'accord. Et ça, c'est quelque chose qui a été établi comment, quand, de quelle manière? Alors, ça a été établi, c'est vieux comme le monde, hein, puisque quand je disais c'est Pythagore, la guématrie. Alors, honnêtement, je ne connais pas la date précise de cette de ça, mais c'est extrêmement vieux, quoi. Et donc, si vous cherchez sur le net, vous allez trouver la correspondance de la lettre A, B, etc. Toutes les lettres de valeur A, le J, le S, le B, le BKT, etc. Alors, ça semble comme un jeu de pistes, hein, comme dans la chasse au trésor, où on essaie de décrypter un message, mais tout est calibré, tout est répertorié, tout est carré, tout est vérifié. D'autres questions? Non? Alors, je vais vous parler des avantages de la numérologie stratégique. Alors, la numérologie en fait stratégique va se différencier des tests psychologiques que l'on peut connaître pour différentes pratiques. Je ne sais pas si vous connaissez l'énéagramme. En fait, ces pratiques-là, elles sont tout aussi sérieuses, mais elles nécessitent de faire une anamnèse importante, de questionner longuement au préalable. Et en fait, en numérologie stratégique, on n'a absolument pas besoin de ça, puisque je vous disais tout à l'heure ce dont on avait besoin. Donc vous, en fait, vous n'avez rien à préparer, à part vous préparer mentalement à faire un cheminement, voilà, à faire cet effort-là, ça sans aucun doute. Mais donc, avec la numérologie stratégique, on peut faire le thème d'un nourrisson qui vient de naître. Il a son identité, il a son existence auprès de la société avec ses prénoms, son nom et sa date de naissance. Et pourquoi faire le thème d'un nourrisson? Eh bien, pour aider les parents dans les phases d'apprentissage, pour les aider à ne pas l'enfermer dans des caricatures, pour aider à la période d'adolescence, quand c'est un petit peu plus compliqué, comprendre ses besoins fondamentaux et comment se positionner par rapport à ces besoins fondamentaux. C'est extrêmement aussi pertinent pour le jeune enfant. On peut aussi faire un thème en numérologie pour le jeune qui est en pleine recherche de son avenir par rapport à l'orientation. On peut également faire le thème de toute personne qui est en recherche de sens, qui se pose des questions sur son relationnel, sur sa vie privée, sur sa vie professionnelle. On verra que, en règle générale, tout ça c'est lié. Quand ça ne va pas dans le professionnel, c'est qu'il y a quelque chose dans le personnel. Et puis j'ai oublié de préciser, en fait, en numérologie stratégique, il n'est pas utile de venir avec une question. Il n'y a pas besoin de préparer une question ou préparer des questions.
c'est pas nécessaire, hein, puisque si c'est quelque chose qui vous perturbe, eh bien ça va ressortir, hein, à un moment ou à un autre. Mais voilà, inutile de préparer une question. Alors, on peut faire aussi le thème d'un couple avec les deux personnes présentes, hein. Le but, ce n'est pas de vérifier la compatibilité, parce que s'il y a couple, bah, c'est que les personnes savent, hein, qu'elles sont compatibles. Mais par contre, c'est être à l'écoute des besoins fondamentaux, c'est respecter les besoins fondamentaux de chacun et faire en sorte qu'on trouve un terrain d'entente, que les personnes puissent trouver une meilleure ambiance, moins de conflits et faire des compromis. On peut faire également le thème d'une personne en reconversion professionnelle, n'est-ce pas, qui est en plein doute, ou alors qui hésite, qui a besoin d'être rassuré, ou qui a besoin tout simplement d'être aidé et de trouver sa voie. Et puis la numérologie stratégique peut intégrer le monde de l'entreprise, parce que ça va aider à mieux manager, ça va aider à améliorer la qualité de vie au travail, ça va améliorer la cohésion d'une équipe, ça va aider donc à révéler les qualités, les potentiels des candidats, en y mettant un petit peu d'humanité, hein. Souvent, quand on a un CV, on voit l'expérience, et puis les potentielles qualités, mais on n'a pas cette vision de la personnalité. On ne connaît rien de la personnalité. Avec la numérologie stratégique, on va avoir les contours de la personnalité. Et puis, ce qui est hyper important, c'est qu'on intègre le facteur temps. C'est-à-dire qu'on va savoir si la personne se situe dans une phase de s'investir pour la société ou pas, si c'est tout simplement le bon timing. Ça reste un outil finalement parmi d'autres, puisqu'il existe aussi d'autres tests qui permettent de définir la typologie de personnalité. Alors, dans le monde professionnel. Oui, bien sûr, il y a multitude d'outils pour arriver à cela. L'avantage, c'est que il y a pas besoin de questionner. On y arrive peut-être, après je connais pas tous les outils, mais on y arrive peut-être plus vite, plus rapidement. Et puis, alors on a toujours la nécessité de parler avec la personne, parce que c'est pas parce qu'on a ces nombres qui disent que potentiellement, par exemple, que c'est quelqu'un qui a le goût de l'action, qui a le goût pour entreprendre, pour innover, etc. Ces talents, ils sont là, ils sont potentiels, mais ça ne veut pas dire que la personne, hein, elle est dans ses nombres. Elle peut être dans la version contrariée et ne pas du tout avoir développé ses talents, et puis avoir des difficultés à décider, et puis ne pas agir. Donc, cette interaction avec la personne, elle est indispensable. Ça veut dire que si vous faites l'exercice pour deux personnes qui ont le même prénom, le même nom, qui sont nées le même jour, ça donne le même résultat. Après de cet échange que vous avez fait? Non, pas du tout. En fait, l'identité que l'on a, alors déjà, il va être extrêmement rare, je dis bien qu'il est quasiment impossible d'avoir le même nom, le même prénom ou les mêmes prénoms. Statistiquement, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pour ça que le fait d'avoir plusieurs prénoms, ça fait toute la différence. Par exemple, Lydie Castel, elle explique très bien. Elle est sa sœur, sa sœur jumelle, c'est Natacha Calastrémé. Je ne sais pas si ça vous parle. Eh bien, elles sont nées le même jour, elles sont jumelles, mais elles n'ont pas les mêmes prénoms. Donc, du coup, elles n'ont pas le même arbre. Elles vont avoir la même temporalité, ça c'est sûr, puisque c'est par rapport à la date de naissance. Mais sinon, le fait d'avoir différents prénoms, ça change tout avec la guématrie. On n'a pas le rapport, on n'a pas les mêmes lettres, donc ça ne fait pas le même total. On n'aura pas le même nombre de voyelles, on n'aura pas le même nombre de consonnes. Tout est différent. Et c'est pour ça que c'est hyper puissant comme outil.
j'ai envie de vous dire, c'est quasiment impossible d'avoir les… Alors, qu'on porte le même nom et le même prénom, ok, mais quand on fouille et qu'il y a plusieurs prénoms, et puis avec la date de naissance, ça devient… statistiquement, c'est pas possible. Donc, ça veut dire que quand on est avec des potentiels, on est avec certaines qualités, et ça veut dire que ces qualités, eh bien, selon l'environnement dans lequel on va évoluer, ça va impacter ou non le développement de ces potentiels ou pas. Quelqu'un me disait, par exemple, sur les événements qui se sont produits hier et que la mère de l'assaillant parlait au téléphone, quelqu'un a dit tu as mis un monstre au monde. Et j'ai réagi en disant non, elle n'a pas mis de monstre au monde. Potentiellement, il avait des qualités, il avait ses nombres, il a évolué dans un certain contexte, il a subi ou il a voulu évoluer dans un certain contexte, et c'est lui qui a décidé de développer ses qualités. C'est pas la mère, c'est lui. Voilà pour les avantages de la numérologie stratégique. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Alors, on va passer au deuxième volet qui est la temporalité. Donc, la temporalité, c'est ce que j'évoquais un petit peu à l'instant. C'est le rapport qu'on va avoir entre les nombres, se servir des nombres et le temps. Donc, je vais reprendre la métaphore de l'arbre. Votre arbre personnel, il est pas placé comme ça au milieu de nulle part. Il évolue dans un certain contexte, avec une certaine météo. Eh bien, quand vous écoutez la météo, vous savez quel temps il va faire, ça vous dit le temps qu'il va faire, mais ça n'indique pas ce que vous allez faire. Donc là, j'insiste encore sur le fait que la numérologie, ce n'est pas de la voyance. L'étude de la temporalité, ça va vous permettre de comprendre dans quelle énergie vous vous situez, ce que ça vous invite à faire, mais ça ne veut pas dire que vous allez le faire. Si demain il pleut, ça veut dire que peut-être que vous allez penser à prendre un parapluie, mais ça ne veut pas dire que ce que vous allez faire, quoi. Tout simplement. Donc, on a des différentes périodes à examiner en temporalité. On a des longues périodes qui s'appellent les saisons. Et dans ces saisons, on a 2 vibrations. Donc, on aura 2 nombres. Et ces saisons, elles peuvent durer jusqu'à 30 ans et pour les plus courtes, jusqu'à 4 ans. Et donc, elles sont plutôt orientées métier. C'est ce qu'on a au début de notre vie. Donc, soit ça nous aide à prendre les bonnes études, soit ça nous aide à prendre la bonne activité, le bon chemin dès le départ. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise saison. L'important, c'est que votre arbre personnel soit en phase avec la saison dans laquelle il se trouve. Et en fait, en numérologie, c'est un va-et-vient entre la personnalité, les nombres que vous avez en personnalité, les nombres que vous allez retrouver par rapport au temps, et puis votre table d'inclusion, tous les outils qui peuvent faire défaut. Et quand on a des outils qui peuvent faire défaut et qu'on les retrouve en temporalité, ça veut dire que cette période, elle risque d'être plus compliquée pour vous. Elle va vous demander plus d'investissement, elle va vous demander plus de travail si vous êtes dans le sens de cette énergie-là. Et puis si vous êtes à contresens, eh bien c'est là que vous allez subir. Il va y avoir des blocages et ça va pas avancer. Donc, on a des longues périodes à regarder. On a aussi les périodes formatives qui sont des cycles de 9 ans et qui sont des prises de conscience, qui vont vous inviter à faire telle ou telle chose selon l'âge dans lequel que l'on a. Et puis après, on a l'examen des périodes un petit peu plus courtes, qui sont les années personnelles, l'année universelle et l'objectif de l'année. Là, on est sur des cycles d'1 an qui commencent le 1er janvier et qui terminent le 31 décembre. Alors, ces années-là, année personnelle,
année universelle, objectif de l'année. Ils sont vraiment à considérer ensemble, hein, c'est un lot à considérer ensemble pour avoir la justesse de la réponse. Et c'est ce que je vous propose de faire tout à l'heure, hein, s'il reste un petit peu de temps, de vous amuser à calculer votre année personnelle et puis au regard de l'année universelle et l'objectif de l'année qui vous est proposé. Bon, c'est un petit jeu, c'est facile. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, eh bien, on est tous impactés par l'année universelle. Parce que depuis 100 ans, on est tous sous le calendrier grégorien. Et qu'on le veuille ou non, eh bien, cette année universelle, elle nous impacte. Et cette année, en 2024, on est en année universelle 8. Et donc, alors, je veux déjà expliquer l'impact de l'année universelle. Alors, pour expliquer cet impact-là, je vais revenir sur l'année 2020. L'année 2020, c'était une année universelle 4. Donc, on a les 2 fois les 2 qui appelaient à plus d'harmonisation, qui appelaient à plus d'échanges. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, c'est soit on est dans la version fluide, on a ces échanges, soit on est dans la version contrariée, donc le 2 en contrarié, ça va être la séparation, la division. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a tous, au niveau planétaire, été isolés, on a tous été confinés, on a tous été bloqués, puisque le 4, dans la version contrariée, il va se bloquer, il va être bloqué dans ses peurs, il va avoir peur de la mort. Et donc, on a vraiment subi cette énergie universelle, tous, en étant confinés, en étant bloqués avec cette hantise de la mort. Et c'est vraiment pour expliquer l'impact planétaire de cette grande de cette énergie. De même que donc cette année, c'est l'année universelle 8. Elle demande, alors elle est, pour la comprendre, il faut faire une petite marche arrière sur l'année 2023. L'année 2023, c'était l'année universelle 7. Elle invitait à la réflexion. Elle invitait à se remettre en question pour faire des prises de conscience, de façon à évoluer, soit au niveau personnel, soit au niveau collectif. Mais en tout cas, cette lenteur, elle était pour favoriser la réflexion. Je ne sais pas si vous, déjà, à titre personnel, vous pouvez faire une petite marche arrière et puis réfléchir à ce qui s'est passé en 2027. C'était plutôt lent. Elle demande à lâcher prise, elle demande de ne pas passer en force parce que de toute façon, si vous voulez passer en force, ça bloque, ça craque, ça ne va pas. Cette lenteur, elle est là pour réfléchir et réfléchir aussi à la stratégie à mettre en place pour l'année qui vient. Et donc, en année universelle 8, c'est une année qui est globalement beaucoup plus dynamique, où on repart à l'action. Elle est liée à la matérialité, à la construction, elle est liée à l'argent. Et c'est une année qui demande de la combativité, c'est une année qui demande de prendre sa place en toute légitimité, sans violence. Et inversement, quand on n'est pas dans ces énergies-là, on va ressentir beaucoup de frustration, un sentiment d'injustice et encore une fois, beaucoup de violence, que ce soit de la violence physique ou verbale. Donc, on ressent cette violence, hein, malheureusement. Et l'autre exemple que je peux prendre par rapport à l'année, la précédente année universelle 8, c'était 2015. Et en 2015, on a vécu les attentats de Charlie Hebdo avec une violence inouïe. Et le fait de prendre sa place sans violence, ça a été la réponse des Français qui sont descendus dans les rues, qui ont fait cette marche blanche pour justement dire on prend notre place, on réagit sans violence face aux événements. En fait, dans le 8, il y a toujours deux domaines concernés. On a la matérialité qui invite à construire, qui invite à se réaliser professionnellement. Et dans le rond du haut, on est plus dans l'être, dans l'aide à la reconstruction,
dans le côté thérapeute, si vous voulez, et puis, ou alors dans aider à faire changer les mentalités, aider à faire changer la société. On a ces deux aspects-là. Et donc, l'année 8, elle permet aussi une certaine résilience, le fait de repartir de zéro, d'oublier tout ce qu'on a vécu de douloureux avant. Elle permet aussi d'abandonner, c'est le moment aussi d'abandonner ses croyances ou tout ce qu'on peut porter de douloureux, et oui, c'est cette résilience qui permet d'avancer. Voilà pour l'année universelle 8. Alors, je ne sais pas si vous sentez ces indications. Et il faudra, comme je disais tout à l'heure, les mettre en rapport avec votre année personnelle. Alors, votre année personnelle, comment elle se calcule? Eh bien, c'est assez facile. Il faut prendre votre mois et votre jour de naissance et ajouter 8. Et comme ça, vous avez votre année personnelle. Alors en numérologie, donc on a ces périodes qui sont un petit peu plus courtes, hein, sur une année, et après on peut aller plus en détail, c'est-à-dire étudier les trimestres, étudier le mois en cours, et puis aller jusqu'au jour qui vous concerne. Alors après, c'est intéressant de regarder les énergies du moment quand vous avez une grande décision à prendre, quand il y a un événement assez marquant qui va se présenter, que vous doutez et que vous vous demandez si c'est le moment vraiment d'y aller ou pas. Par exemple, en année universelle 8, je ne l'ai pas dit, mais c'est une période qui est favorable pour vendre d'une façon générale. C'est une période qui est favorable pour investir pour soi, investir d'une façon générale. Mais en étant toujours mesuré, puisqu'avec le 8, on a toujours le risque de dépenser à outrance, de la folie des grandeurs, hein. Et puis bien vérifier. En année 8, on peut avoir aussi cette malhonnêteté qui est latente, et les arnaques. Donc, par exemple, s'il y a des devis, faites-en toujours plusieurs pour pas vous faire avoir. Voilà ce que j'ai à vous dire par rapport à la numérologie stratégique. Et puis pour conclure, alors je vais encore prendre mon exemple, puisque en fait, moi, pendant longtemps, je me suis cachée derrière mon mari, hein. Je vous ai expliqué qu'on a travaillé ensemble, mais j'étais bien derrière lui, sans vraiment prendre d'initiative, en me laissant bercer par sa dynamique. Et puis aujourd'hui, grâce à la numérologie, j'ai compris que j'étais pas faite pour être comme ça. Et j'ai compris mes blocages. Et puis il faut savoir qu'il y a quelque temps, j'aurais jamais été capable de présenter un exposé comme ça devant quelques personnes. Donc pour moi, eh bien, c'est une belle revanche. Et le fait de m'installer en tant que, donc je suis auto-entrepreneur, et puis de prendre cette initiative d'essayer de me développer, eh bien pour moi c'est une belle revanche. Alors j'espère que ça va durer, et c'est pour vous montrer que la numérologie permet vraiment une transformation dès lors qu'on s'investit dans cette démarche et qu'on est volontaire. Voilà. Des questions? Alors, si vous voulez, on peut faire cette petite exercice. Si ça vous dit, hein, c'est les personnes qui sont intéressées pour comprendre vos énergies du moment. Donc, je vous laisse calculer votre année personnelle. Donc, je vous rappelle que vous prenez votre jour de naissance, vous ajoutez votre mois de naissance, et puis vous ajoutez 8. Et puis, je vous dis, peut-être pas devant tout le monde parce que c'est personnel, je vous dis ce que ça invite à faire, comme vous voulez. Le jour, le mois, plus 8. Oui. Si vous voulez un stylo pour faire, vous voulez écrire?
Je peux vous trouver ça. Hop. Oui. Est-ce que vous avez besoin d'écrire? Est-ce que quelqu'un veut? Moi, ça donne 6. 6. L'année personnelle 6, année universelle 8, 14, 5. Alors, l'année universelle 6 vous invite à prendre soin de vous avant d'aller prendre soin des autres. Elle vous invite à prendre de nouvelles responsabilités tout en prenant votre place en toute légitimité, en investissant du temps et de l'argent pour vous, pour ce qui est important. Dans le but de... Alors, attendez, j'ai perdu le fil. Vous m'avez dit que c'était... Alors, dans le but d'obtenir une nouvelle donne, dans le but d'innover. Et alors, ça peut être... les achats immobiliers peuvent être favorisés, les embellissements, ce genre de choses-là, ou un déménagement. Est-ce que cette chose, les simples indications que je viens de vous donner, ça vous parle? Ça peut aller, ça peut rentrer dans ce que je vis en ce moment. Ouais. D'accord. Ok. Merci. Je vous en prie, avec plaisir. Donc, d'accord, vous êtes à 13, donc ça fait 4, on est d'accord? 8, 12, ça fait 12, 3. Alors, en fait, l'année personnelle 4, c'est une année personnelle qui invite à beaucoup de travail, à beaucoup d'organisation, à beaucoup de rigueur. Hein. Elle invite à construire de façon solide, pérenne, pour prendre votre place, pour investir du temps et de l'argent pour ce qui est important pour vous, dans le but d'échanger, dans le but de créer, dans le but d'éclore, dans le but de créer peut-être quelque chose de nouveau. Est-ce que ça vous parle? Oui. Bon. Un nouveau départ, donc oui. Oui, le 3, il invite à vraiment... oui, on a comme le 8 un petit peu de résilience où on peut recommencer, où on a aussi la notion de partage, de communication et de créativité. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est très important avec le 3. Et mettre du plaisir dans ce qu'on fait. Alors, je voulais vous dire que j'ai fait un stage de numérologie il y a plus de 30 ans. D'accord. Et c'était incroyable. Oui, je comprends. Les noms, les prénoms des gens que je connaissais. Oui. Il y avait une personne que je disais, je ne comprends pas, ça ne correspond pas. Et en fait, discrètement, il m'a dit non, parce que ce n'est pas mon vrai nom. Voilà. Ouais. C'est incroyable. Bien sûr. C'est vraiment... C'est d'une justesse. Alors, c'est vrai que quand on n'est pas quand on n'est pas dans ce milieu-là, quand je dis que c'est d'une justesse remarquable et d'une richesse, mais c'est... Il n'y a pas d'autre terme pour vraiment expliquer toute la masse d'informations qu'on peut soulever. Et en fait, rétrospectivement, c'est ça qui est intéressant avec la numérologie, quand on regarde les années passées et qu'on a le plan de vie, eh bien, si vous êtes marié, si vous avez eu des enfants, ça vous permet de voir si vous étiez raccord en fait à ces énergies-là. Et par exemple, quand nous, on a lancé notre société de homestaging, j'ai regardé, évidemment, on fouille partout. Et c'était, effectivement, ça collait avec cet élan. Donc, on le sent, je pense, un petit peu de façon innée aussi. Puisque les cycles sont quand même bien faits. Hein. Il y a des cycles qui vont favoriser bien la réflexion, l'introspection, ceux qui vont accélérer, décélérer.
Donc, on les ressent, mais il faut vraiment être à l'écoute de soi, à l'écoute de ce qu'on a envie de faire, et puis de pas griller les étapes. Parce que, par exemple, quand on est en année personnelle 9 en fin de cycle, qui invite à se poser, à faire un bilan, on va ressentir de la fatigue, ben, il est inutile de vouloir semer des graines coûte que coûte, il est inutile de vouloir aller plus vite que la musique, parce que qu'est-ce qui se passe en année 1 ? En année 1, où on a besoin de cette énergie pour redémarrer, ben, on va être sur les genoux. Donc, il faut être à l'écoute de ces énergies. Justement, je suis en année en 9. Eh bien, voilà. Ça fait 9, 8, 8. Et donc, l'année 9, elle invite à faire un bilan. Elle invite à vous poser, à éliminer, à éloigner tout ce qui semble toxique, tout ce qui semble désuet, tout ce dont vous n'avez plus besoin. Elle invite aussi à un possible aboutissement. Il y a peut-être quelque chose dans les tuyaux comme ça qui est en attente et qui peut aboutir en année 9. Donc, ça vous invite à faire tout ça, tout en prenant votre place pour vous réaliser. Et comme on a 2 fois 8, on a l'année universelle 8 et l'objectif de l'année 8, on a cette prise de place qui est extrêmement importante. Alors, je ne sais pas si ça, c'est quelque chose qui vous titille, qui vous, qui vous demande un petit peu plus de travail. Mais en tout cas, ces énergies, quand elles sont redondantes comme ça, c'est qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Voilà. Moi, on tombe sur 10, donc 1. Ouais. Allez, alors, cette année universelle 1, elle vous invite c'est très énergique, elle vous invite à démarrer quelque chose de nouveau, à lancer un nouveau programme, à lancer ça peut être une nouvelle aventure, une nouvelle activité. En tout cas, on a quelque chose de nouveau qui appelle pour prendre votre place, pour vous réaliser en investissant du temps et de l'argent, dans le but d'abandonner, de faire un bilan, d'enlever des choses qui ne vont plus, qui sont à enlever, et pour peut-être laisser aboutir quelque chose, et peut-être aussi obtenir de la reconnaissance. Ça vous parle ? Oui, c'est ça. 8-8. Alors, on a compris le 8, ce que c'était. prendre sa place pour se réaliser, investir sur soi. Alors, ça peut être investir dans son outil de travail, ça peut être vraiment investir, acheter une maison. Après, chacun voit ce qu'il a envie de faire pour soi. En tout cas, le fait de se réaliser professionnellement est extrêmement important. Le 8 aime bien construire, donc construire peut-être dans la matérialité ou alors dans l'autre sphère par rapport à l'être. Donc, la redondance fait que c'est très marqué. C'est vraiment, que ce soit dans l'année personnelle, année universelle, ou qu'on le retrouve en objectif de l'année, toujours est-il qu'il est là 2 fois. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment, c'est le moment d'y aller, quoi. Alors 8, 8, 7, et dans le but de faire d'obtenir une remise en question. Le 7, ça vous demande de vous poser, de faire une introspection, de réfléchir, de faire des remises en question. Il y a encore quelque chose à aller chercher. Voilà, j'ai fait le tour. Ah pardon, excusez-moi. Moi, c'est le 7. Eh bien, le 7, je viens de le dire, voilà, c'est ça. C'est faire... c'est lent, c'est faire des remises en question, trouver du sens dans sa vie. Le 7 a absolument besoin de savoir, de trouver du sens par rapport à son métier, par rapport à son relationnel. Il a besoin de se poser, et cette année, elle va être longue, mais c'est ça vous invite à faire ça. Il ne faut absolument pas, si ça coince, s'il y a des choses qui n'avancent pas, il ne faut surtout pas brusquer les événements. Et quand on a du 7 comme ça, et qu'on arrive à faire cette introspection, à aller vraiment fouiller en soi et puis se remettre en question, eh bien, on dit qu'il y a des cadeaux. Il y a des cadeaux, il y a des choses inespérées qui arrivent. Mais il faut y aller pour prendre sa place. Et puis, donc, il y a un 6, et dans le but, donc, prendre sa place, investir du temps et de l'argent, dans le but de prendre soin de vous. Prendre soin de vous et des nouvelles responsabilités. Donc, le 6, c'est vraiment
quand on dit prendre soin de vous, il n'y a rien d'égoïste. Hein. C'est pas voilà, je m'occupe de moi, puis les autres, rien à faire. Si on vous dit qu'il faut prendre soin de vous, c'est que là aussi, il y a quelque chose à faire par rapport à l'estime de soi, par rapport à ce que vous pensez de vous. Hein. C'est rapport à tout ça. Et puis, ben voilà. Est-ce que... Oui, c'est bien ça. Voilà, je n'ai pas d'autres questions. Et puis, bah, j'ai fini pour cette présentation. Alors, pour ceux qui veulent aller plus loin, pour ceux qui aimeraient avoir leur thème en numérologie, bah, qui viennent me voir, ce sera avec plaisir. Je fais des consultations ici, au centre Oscaria, à votre demande. Hein. Je n'ai pas de jour en particulier. Donc, alors, la seule chose qu'il faut savoir, c'est que l'entretien dure 2 heures. Et j'ai 2 heures de préparation. Donc, il faut prévoir un petit peu de temps pour moi déjà pour que je puisse bien préparer. Et puis pour vous trouvez 2 heures pour qu'on parle de vous pendant 2 heures. Mais c'est passionnant, quoi. Moi, je reste convaincue que c'est un outil. Alors, tout à l'heure, on disait qu'il y avait d'autres outils qui permettaient d'arriver à ça. Oui, bien sûr, hein, ça fait partie du développement personnel. Donc, il y a vraiment beaucoup d'outils à disposition. Après, il faut trouver celui qui interpelle, qui parle, quoi. Oui. Bon, ça peut être le croisement de plusieurs. Bien sûr. Et donc, ouais. Et donc, quand on a fait son thème en numérologie, bah, ce qu'il est possible de faire, parce que le thème, on le fait une fois, hein, on n'a pas besoin de le faire une fois on le fait une fois dans sa vie. Hein, après, c'est vous qui évoluez par rapport au nombre. Mais une fois que vous avez compris le fonctionnement des nombres, entre la version fluide et la version contrariée, c'est à vous de vous positionner. Et puis, voilà, c'est une fois dans sa vie. Après, ce qui peut revenir, c'est ce que j'appelle le suivi annuel. C'est quand on change d'année, quand on sent qu'il y a quelque chose qui a changé, parce que on peut changer au niveau ça change au niveau des grandes saisons et être impacté par ce changement. Et ça, on n'en est pas toujours conscient. Eh bien, faire un suivi quand vous sentez que vous en avez besoin, tout simplement. Voilà les possibilités de consultation. Très bien, merci. Avec plaisir. Alors, la séance est à 120 €. C'est un prix de lancement au lieu de 150. Et encore une fois, c'est justifié par le temps de préparation entre les calculs. Alors, je vous ai présenté ça rapidement hein, par rapport à tous les allers-retours, tout ce qu'il faut vérifier. Mais c'est des allers-retours entre les nombres de l'arbre, la table d'inclusion, les défis, les mémoires familiales, hein, et puis après la temporalité. On fait tout le temps un va-et-vient pour bien comprendre l'enjeu du moment, pour bien voir dans quelle version se trouve la personne. Alors c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais au cours d'une journée, on peut alterner et être dans la version contrariée et version fluide. Hein. C'est pas linéaire. Hein. Par exemple, au niveau du travail, vous pouvez être différent par rapport à la sphère privée. C'est toujours les mêmes nombres, mais vous n'allez pas les exploiter de la même façon. Vous n'allez pas être... par exemple, je reprends le 1 qui est fait pour diriger, qui est fait pour agir, pour décider. Eh bien, il peut très bien être assumé au niveau professionnel, avoir un poste qui lui permet de faire ça. Et puis au niveau privé, eh bien, il peut ne pas être à l'aise parce que avec quelqu'un de trop autoritaire, trop enfermant, qui ne le laisse pas agir et décider comme il le veut, et il va se sentir coincé. Et puis là, ça peut effectivement partir entre guillemets en vrille. Donc, on peut très bien alterner ces versions selon le contexte.
Est-ce que vous trouvez des similitudes avec votre premier métier, finalement? Avec la banque? Ouais. Absolument pas. Absolument pas. Parce qu'il y a des nombres. Parce qu'il y a des nombres et parce que vous parliez de Ouais. faire un bilan, c'est un entretien que vous faites une fois, c'est un peu comme on fait un bilan patrimonial. Alors, je n'ai jamais fait cette... Et puis ensuite, vous faites un suivi annuel tous les ans, vous faites évoluer votre patrimoine. Écoutez, d'accord. Ouais. En effet, on peut trouver ces rapports-là. Mais bon, c'est pas un métier que j'ai tellement aimé. Hein. J'étais en gestion de patrimoine sur Paris. Je suis arrivée à Reims en conseiller financier à la Banque Postale. C'est pas vraiment pareil. J'ai eu du mal à m'intégrer. Et d'ailleurs, je crois que je me suis pas intégrée. Donc mais non, en fait, voilà, c'est la relation, elle est juste avec les nombres, mais c'est tout. Non, non. Voilà. Bien, vous parlez tout à l'heure des nombres maîtres. Ouais. Sur Internet, on lit plusieurs significations, etc. Vous aurez à voir votre signification du chiffre. Le 11. Le 11, c'est celui qui a le plus d'intuition, le plus d'énergie. Le 11, en fait, à la base, il est fait pour... alors, je parle au niveau de la personnalité. Hein. Il est fait pour accompagner, il est fait pour être en duo, il est fait pour être à deux. Il aime bien faire grandir, il aime bien faire évoluer. Voilà, c'est vraiment cette grande énergie qui le fait s'ouvrir aux autres. Il a besoin, comme c'est cette énergie et cette intuition, tout le monde ne l'a pas, il a besoin de se tourner vers les autres pour les aider. Souvent, ce sont des super accompagnants, pour résumer. Est-ce que vous vous retrouvez? Est-ce que c'est un petit peu ce que vous avez? C'est pas tant personnel, c'est juste que j'ai commencé une formation il y a 2 ans et dans le but d'effectivement changer de travail. Et en fait, depuis que j'ai commencé cette formation, je vois le chiffre partout. Eh bien, après, je ne sais pas en quoi consiste votre formation. Est-ce que vous accompagnez? Est-ce que vous êtes dans cette optique-là? En fait, le 11 a besoin de se sentir utile avant tout. S'il n'est pas dans cette dimension-là, il a besoin de surpassement, il a besoin de faire des choses qu'il fait pas tous les jours. Le surpassement, le dépassement de soi et le fait de se sentir utile, c'est extrêmement important pour un 11. Et s'il n'est pas dans cette énergie-là, eh bien, il va se sentir... il va déprimer déjà, et puis il a des humeurs en dents de scie. Ça peut vraiment le plomber, hein, le fait d'aller comme ça très très haut et après de descendre très très bas en énergie. Il y a des nombres en numérologie qui peuvent expliquer aussi certaines addictions, certaines dépendances. Et le 11 en fait partie. Parce que quand il a tendance aussi à s'enfermer sur lui-même, à s'isoler quand il va pas bien, et c'est contre nature pour lui. Pour lui, c'est extrêmement important d'être à deux. La vie à deux pour un 11 et ce qu'il recherche avant tout. Donc il y a des 11 qui préfèrent être à deux plutôt que mal accompagnés, mais le fait d'être à deux, c'est la réduction. Hein. Le 2, c'est le duo. Il aime bien. Et quoi, ici, c'est pas qu'il aime bien, c'est que. Et puis, il y a des dualités dans le 11, parce que c'est le 2, mais c'est le 1 plus 1. Et le 1 plus 1, et le 1, il aime bien diriger, il aime bien prendre les choses en main. Et le 2, il aime bien collaborer. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir trouver une activité qui permette de travailler à deux, mais là où il reste, là où il va pouvoir décider. C'est la dualité. Et souvent, les maîtres nombres, quand on les a au niveau de la personnalité, dans le triangle, eh bien, les maîtres nombres, ils sont plus compliqués. On a plus de difficultés à être dans ces nombres quand on est dans ces maîtres nombres quand on est jeune. On va plus facilement les subir qu'être en phase avec eux. Et puis, je ne l'ai pas dit, mais le 11, il a cette intuition qui est remarquable,
qui lui permet en fait de scanner en fait une personne, savoir si c'est une bonne personne ou pas. Et c'est pareil pour les ambiances. Il a un flair de dingue. Et s'il écoute son intuition, ça lui fait faire les bons choix systématiquement. Et inversement, eh bien, il a beaucoup de doutes. Il peut être rongé par les doutes et puis se dévaloriser énormément et ne pas avancer parce qu'il n'arrive pas à s'en sortir. Donc, vous voyez, toute la subtilité des maîtres nombres et puis le dosage. En fait, je parle souvent de dosage pour passer d'une version fluide à une version contrariée. Est-ce que c'est un petit peu ce que vous aviez vu sur le 11? Oui, effectivement, on trouvait l'intuition, le côté énergie. Voilà, énergie. Ok. Eh bien, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous remercie infiniment pour votre intérêt. Et puis, si vous êtes intéressé, eh bien, venez me voir ou prenez contact. Vous avez le numéro de téléphone sur… alors, je sais que ma documentation, elle n'est pas tip-top. Hein, je commence aussi sur les réseaux, etc. Donc, je vais m'améliorer, c'est promis. Et puis, donc, sinon, vous pouvez me retrouver sur Rezalib. Voilà. Merci à tout le monde. Merci à vous.